Vendredi 21 octobre, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres. En Palestine, la journée de la colère ne fait que commencer. 1 mort et 3 blessés dans une énième incursion sioniste. En Italie, Giorgia Meloni, nommée chef du gouvernement en Italie, elle devient la première femme à occuper cette fonction. La gauche s'impose comme la nouvelle force d'opposition du pays. Conflit en Ukraine, les autorités de la région de Kherson ont accusé aujourd'hui les forces ukrainiennes d'avoir tué 4 personnes lors du bombardement du pont Antonovski. Kiev a formellement démenti. Et en Algérie, le Conseil du renouveau économique algérien propose 30 recommandations pour atteindre 30 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures d'ici 2030. On en parle dans un instant. Mais avant de développer cette actualité, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ce vendredi un message à la veille de la célébration de la Journée nationale de la presse. Et dans ce message, on peut lire qu'il assure de plein soutien les femmes et les hommes de cette noble profession, ceux-là même qui s'acquittent de leur mission avec un esprit professionnel et patriotique. Le président présente ses vœux les meilleurs de réussite dans la réalisation des aspirations du pays à un système médiatique influent et agissant, répondant aux standards de professionnalisme et de modernité au service de la société et des intérêts de la nation. Et en Palestine, la journée de la colère ne fait que commencer. 1 mort et 3 blessés dans une énième incursion sioniste. Cela s'est déroulé dans la ville de Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée. Les forces d'occupation sionistes ont tué hier soir un jeune Palestinien. Il s'appelait Salah Birki. Il avait 19 ans, Salah Birki, qui a été touché par balle réelle dans le cou. Les forces d'occupation sionistes ont également arrêté le jeune Barakifa Al-Wana après avoir pris d'assaut sa maison à Jénine. Et après l'assassinat abominable de Hodei Tamimi, les territoires occupés palestiniens entrent en effervescence. Et pour contrôler la colère des Palestiniens, l'entité sioniste redouble dans l'art de la répression. Al-Quds occupé dans le camp de Jénine. D'ailleurs, on vient de le voir ensemble, 1 mort et 3 blessés en Cisjordanie occupée. Les soldats de l'occupation tirent carrément des balles caoutchoutées sur la population désarmée. Leïla Gertal. Rien ne va plus dans les territoires occupés palestiniens depuis la journée d'hier, décrétée journée de grève générale en réaction à l'assassinat sauvage de Hodei Tamimi, tombé en martyr sous les balles de ses ravisseurs sionistes. Rien ne va plus dans les camps de Jénine et Al-Quds Est occupés où la colère des Palestiniens a atteint son paroxysme face à une répression des plus violentes et des plus meurtrières. Les forces de l'occupation sioniste tirent à bout portant sur les manifestants à Jénine, sans oublier les incursions nocturnes pour effrayer les populations. Selon le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne, Salah Bariki, âgé de 19 ans, a été mortellement blessé au cou, tandis que d'autres personnes ont été blessées à balles réelles. Les images insoutenables des victimes palestiniennes circulent sur les réseaux sociaux. L'occupant sioniste justifie ses incursions par une traque aux terroristes. Des Palestiniens, des jeunes Palestiniens qui essaient de briser les chaînes de la colonisation sioniste sont transformés en terroristes par les médias de l'occupation. La répression ne semble en rien dissuader les Palestiniens décidés à aller jusqu'au bout de la résistance en dépit des fermetures des points de passage et des tentatives d'étouffement répétées. Et l'ONU lance un appel urgent à une aide pour les réfugiés palestiniens du Liban. Un appel urgent pour réunir la somme de 13 millions de dollars. Une somme qui permettra à l'UNRWA de fournir aux familles l'aide en espèces dont elles ont besoin, de continuer à gérer les services de soins de santé primaire et de maintenir les écoles ouvertes jusqu'à la fin de l'année. Et selon l'UNRWA, le taux de pauvreté parmi les réfugiés palestiniens du Liban atteint désormais 93%, alors que le pays fait face à une crise économique.
Et puis en Italie, Giorgia Meloni, nommée chef du gouvernement italien, elle devient la première femme à occuper cette fonction en Italie. La chef du parti Fratelli d'Italia avait remporté une victoire historique aux législatives. La coalition du Giorgia Meloni, dominée par l'extrême droite, dispose donc de la majorité absolue, tant à la Chambre des députés qu'au Sénat. La gauche s'impose comme la nouvelle force d'opposition au pays. Ministre de l'Interno, Dottor Matteo Piantedosi. Ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi. Ministre de la Justice, Carlo Nordio. Ministre de la Défense, Guido Crosetto. Ministre de l'Économie et des Finances, Giancarlo Giorgetti. Ministre de la Croissance économique qui recevra le titre d'entreprise et Made in Italy, le sénateur Adolfo Urso. Senatore Adolfo Urso. On vient justement d'écouter Giorgia Meloni qui annonçait la formation de son gouvernement. Et en Europe, les 27 se mettent d'accord pour endiguer la hausse des prix de l'énergie. Les discussions se poursuivent à Bruxelles pour établir une feuille de route commune et définir les mesures pour baisser les prix élevés de l'énergie qui ont connu une flambée depuis le début du conflit en Ukraine. Selon la Commission européenne, la priorité est le déblocage de fonds européens au profit des États membres pour justement que les classes vulnérables et les grandes industries puissent faire face à la crise. Et parmi les alternatives envisagées, l'achat commun de gaz à l'échelle de l'Union européenne, mais aussi l'encadrement des prix de gros dans les transactions du gaz naturel. Les autorités de la région de Kherson ont accusé aujourd'hui les forces ukrainiennes d'avoir tué 4 personnes lors du bombardement du pont Antonovsky. Kiev a en retour formellement démenti être à l'origine du bombardement du pont qui surplombe le Dnieper. Safwan Ben Sabri. Kiev et Moscou se renvoient la balle concernant le bombardement du pont Antonovsky. Ce dernier est utilisé pour évacuer les civils des zones de combat dans la région de Kherson. Le chef adjoint de la région a annoncé que les forces russes auraient neutralisé 11 missiles sur les 12 supposément lancés par Kiev. Hier, le 20 octobre, les nazis ukrainiens ont frappé un passage pacifique dans la ville de Kherson. 4 civils ont été tués à la suite de cette attaque. Le bombardement des civils continuerait, c'est pourquoi l'évacuation était une mesure forcée. Selon la version russe, l'attaque ukrainienne aurait aussi ciblé des journalistes de la chaîne russe VTV sur place pour couvrir l'évacuation des civils. Alors que l'Ukraine est accusée d'être à l'origine du bombardement ayant fait 4 morts, Kiev a formellement démenti la version russe. L'armée ukrainienne nie avoir visé des civils et affirme ne pas prendre pour cible les populations locales. Selon le chef de l'administration de la région de Kherson, Vladimir Saldo, entre 50 000 et 60 000 personnes doivent être évacuées vers la rive gauche du Dniepr. Et le chef adjoint russe à Kherson, Kirill Stremoussov, affirme que les bombardements des forces ukrainiennes sur le pont Antonovsky sur le fleuve Dnieper ont tué 4 personnes. On écoute. Le 20 octobre, les nazis ukrainiens ont frappé un passage pacifique dans la ville de Kherson. 4 civils ont été tués à la suite de cette attaque. Le bombardement des civils continuerait. C'est pourquoi l'évacuation a été une mesure forcée. Kherson tiendra jusqu'au dernier homme. Croyez-moi, personne ne va abandonner la ville. Cependant, nous nous attendons à devoir repousser toute attaque et sommes prêts. Je vous le disais ce matin, au Royaume-Uni, Liz Truss démissionne de son poste à la tête du gouvernement et depuis cette annonce, les réactions s'enchaînent. Parmi elles, celles de nombreux conservateurs qui expriment leur soulagement. Liz Truss a été poussée à la démission après un revirement forcé sur des réductions d'impôts qui ont provoqué un effondrement du marché alors que le Royaume-Uni fait face à une grave crise du coût de la vie. On l'écoute. Je pense que ce sera un soulagement pour de nombreux députés conservateurs et peut-être pour les marchés financiers et les habitants du pays. Je pense que de nombreux conservateurs de haut rang qui ont été au Parlement, à la fois aux communes et à la Chambre des Lords pendant longtemps, aimeraient probablement Rishi Sunak. Même son de cloche du côté des citoyens londoniens. Ils sont nombreux à penser que Liz Truss a bien fait de démissionner de son poste de Première ministre. On écoute une nouvelle fois. C'est juste le dernier événement en date dans une suite de grands désordres. Je veux dire que c'est un peu une honte pour le pays. Si je suis honnête avec vous, c'est la bonne chose à faire.
Mais nous devons nous ressaisir assez rapidement. Voilà ma réponse. C'est la bonne chose à faire, il fallait que ça arrive. J'ai un peu de peine pour elle, je ne veux pas voir un être humain dans ce genre de situation, mais c'est définitivement la bonne chose à faire. À Alger, le tout premier forum de l'export organisé hier par le Conseil du renouveau économique algérien dessine une nouvelle dynamique autour des exportations hors hydrocarbures. Le CREA, au terme d'une journée de débat et de discussion, a proposé 30 recommandations pour atteindre 30 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures à l'horizon 2030. Khaireddine Battache. 30 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures à l'horizon 2030, c'est l'objectif que s'est fixé la communauté d'affaires en Algérie lors du premier forum dédié à l'export, à travers 30 recommandations présentées par le Conseil du renouveau économique algérien CREA. Un chiffre toutefois susceptible de juguler la part des revenus issus des exportations d'hydrocarbures dans le développement de l'économie algérienne et mettre le pays sur les bons rails afin de réussir sa transition économique en consacrant la diversification comme nouveau credo. Le CREA emboîte le pas au gouvernement algérien qui, par la voix du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, a annoncé 10 milliards d'exportations hors hydrocarbures pour l'année 2023. Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezik, a pour sa part indiqué que les contacts avec les opérateurs économiques activant dans l'exportation se poursuivront prochainement pour la concrétisation des recommandations issues de ce forum. Les propositions en question ont sanctionné les 2 ateliers organisés dans le cadre du forum autour de la stratégie opérationnelle pour le développement des exportations et la dynamique des réformes pour une Algérie exportatrice. L'Algérie devrait atteindre l'objectif de 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures que s'est fixé le gouvernement pour l'année 2022. Et l'Algérie d'ailleurs qui condamne fermement l'emploi de la force létale contre des manifestants en République du Tchad. Cette force létale a causé la perte de nombreuses vies humaines et infligé des blessures graves à de nombreux autres manifestants à travers plusieurs villes du pays. À travers un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, l'Algérie appelle les parties tchadiennes à faire preuve de retenue, à préserver les vies humaines et les biens et à faire valoir le dialogue pour promouvoir une issue politique à la crise actuelle. Elle encourage les dirigeants tchadiens à favoriser une transition consensuelle vers le rétablissement effectif et durable de l'ordre constitutionnel. Réunion ce vendredi du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à Addis Abeba, une première depuis la reprise des combats fin août au Tigré dans le nord de l'Éthiopie. Cette réunion a pour but d'être informée du processus de médiation mené par l'organisation panafricaine. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit également se réunir ce vendredi au sujet de la situation en Éthiopie. Au Maroc, le Front social, objet de tension à la suite d'une série de manifestations contre la vie chère tenues dans la nuit d'hier dans une quinzaine de villes. Liberté, dignité et égalité sociale, ce sont là les mots qui ont rythmé les rues marocaines. La hausse continue plutôt des prix, notamment ceux du carburant. Les Marocains crient halte à une paupérisation qui touche désormais plus de 3 millions de citoyens, soit environ 20% de la population. On reste aux États-Unis où le pays est en pleine campagne de midterm elections, élections de mi-mandat, où le président américain a fustigé le parti républicain en l'accusant de vouloir, en cas de victoire aux élections législatives de novembre, potentiellement diminuer le soutien américain à Kiev. Et au Pakistan, la commission électorale interdit Imran Khan, l'ancien Premier ministre, de se présenter à des élections pendant 5 ans. Selon la commission électorale, l'ancien chef du gouvernement était impliqué dans des pratiques de corruption. Il n'aurait pas déclaré tous les cadeaux diplomatiques reçus durant son mandat. Des partisans d'Imran Khan et des membres de son parti se sont rassemblés devant les bureaux de la commission à Islamabad. Et avis à tous les fans de Pokémon Go à Taïwan. Ils étaient des milliers à redécouvrir leur jeu préféré après la levée des restrictions anti-Covid sur l'île. Des milliers de dresseurs se sont donné rendez-vous sur 3 jours dans le parc forestier de Da'an, dans la capitale Taipei. Pokémon Go est cette application qui chasse des personnes de dessins animés virtuels superposés à des lieux du monde réel grâce à la technologie de la réalité augmentée.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'actualité continue sur Al 24 News. Quant à moi, je vous retrouve demain, comme de coutume. Bonne soirée.